Par contre, qu'il y ait eu des tentatives, je suis tout à fait prêt à l'imaginer. Qu'elles aient été couronnées de succès, je suis à peu près certain que non. Parce que l'homme, qui est un primate, a une espèce de faculté magique de prendre les meilleures choses qu'on lui donne et en faire des instruments de mort, des instruments de torture et des instruments de domination. Donc, on n'est peut-être pas de très bons élèves. Mais cette discussion nous amène quand même vers quelque chose d'assez original que je ne me souviens pas avoir traité sur l'antenne encore. Peut-être que ça a été le cas, mais plutôt que de dire visiteur, pourquoi ne pas dire propriétaire observateur de nous locataires. Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu encore cela sur l'antenne, mais cette discussion pourrait nous amener dans cette direction-là. Si on parle d'une population, si c'est une population beaucoup plus ancienne, pourquoi pas propriétaire de ce bout de caillou et observateur de ses locataires. Alors là, je pense, Alexandre, vous faites état, vous évoquez la théorie du zoo. Or, j'ai tendance à éviter cette théorie tout simplement parce que je pense, peut-être à tort, et ça on verra plus tard, ou je verrai jamais sans doute, mais on peut légitimement proposer que justement cette science qui est tellement en avance sur nous, par ces manifestations dont on a tous les jours, je dis bien tous les jours la preuve finalement, pour ceux qui veulent ouvrir les yeux, est obligatoirement suspendu, je cherche le terme français, sustain, comment on pourrait dire Soutenu par. Voilà, merci. Soutenu par. De temps en temps, je pense autrement. Soutenu par une éthique, par une morale. Et à ce moment-là, peut-on imaginer des gardiens de zoo avec une morale qui serait avancée de quelques millions d'années sur la nôtre? Est-ce que nous sommes des objets finalement? Parce qu'on peut dire que les animaux d'un zoo, à ce niveau-là, ce sont des objets. Est-ce que nous sommes considérés par des objets par rapport à cette intelligence? Est-ce que cette théorie ne nous choque pas à tel point qu'elle nous ferait sortir de ce nombrilisme humain et que du coup on n'ose pas l'étudier parce que cela voudrait dire que nous ne sommes que des bêtes de laboratoire? Jean-Gabriel Grélet. Oui, j'ai beaucoup réfléchi à ce problème. Je pense qu'on a tous réfléchi à ce problème. Et je pense que les choses ne sont pas aussi simples. D'abord, je pense qu'effectivement, on a essayé peut-être de nous civiliser à plusieurs reprises, mais on a été... En tout cas, ce sont les traditions. Les traditions lui disent, tel civilisateur est arrivé, je préfère ça que propriétaire, parce qu'il faut complètement être absurde pour devenir propriétaire d'animaux comme nous, d'animaux dangereux, alors qu'on a des robots. Les robots ne se mettent pas en grève, les robots ne se mettent pas à devenir fous du jour au lendemain pour se détruire les uns les autres. Donc, je refuse. Il faudrait être absurde. Ce serait absurde d'essayer d'être nos propriétaires. Vous avez eu le succès de la télé-réalité tout de même. Voilà. Mais ceci dit, je pense qu'effectivement, on doit même imaginer que n'importe quel groupe intelligent, je m'excuse, va avoir un certain nombre de règles, ne serait-ce que pour cohabiter les uns avec les autres, et pendant un certain temps, probablement assez long. L'amiral Pinon a de très bonnes idées sur ce sujet-là. Je pense que c'est assez intéressant et assez convaincant. Assez convaincant. Ceci dit, j'espère que si ces supérieurs inconnus ont une morale, j'espère qu'ils vont se la garder. Alors là, on sort. J'ai pas du tout l'impression qu'elle nous sera applicable. Là, on sort du sujet. Ce que je veux dire, c'est que là, on est dans les hypothèses de ce qu'il pourrait penser, ce qu'il pourrait vouloir. On se détend. Nous sortons donc du travail d'étude. On fait de la sociologie fiction. Exactement, de ces phénomènes. Est-ce que pour reprendre les deux en même temps, est-ce que vous avez étudié, messieurs, au-delà des survols de bases, des survols de groupements, de la NASA, etc., est-ce que vous avez étudié les contacts, ou en tout cas ceux qui se disent contactés, et les messages qui ont pu être apportés? Je sais que là, on sort de la tôle. Mais... Je crois que Marie-Thérèse saurait beaucoup mieux pour parler de ça. Néanmoins, il faut voir une chose. Il semblerait que les messages, entre guillemets, aient tout à fait suivi les inquiétudes générales des Américains, c'est-à-dire que quand ils avaient peur des bombes atomiques, c'était une menace tout à fait réelle, il était tout à fait légitime d'avoir peur. Les extraterrestres, entre guillemets, ou les petits hommes à grosse tête, si vous préférez, semblaient très
très occupés de ça. Mais à la limite, ça ne veut pas dire que c'est faux, parce qu'ils avaient toutes les raisons d'être aussi inquiets que la population américaine. Merci beaucoup de m'amener ici, Jean-Gabriel Grélé, parce que c'est justement le point où je souhaitais m'arrêter. Il semblerait, à travers les différents témoignages, alors après on les prend au sérieux ou pas, chacun a ses témoignages préférés, que les témoins voient des personnages qui correspondent à des personnages qu'ils peuvent comprendre, qui font partie de leur passé, de leur psychologie. Il semblerait qu'ils voient des vaisseaux peut-être dans le ciel qui correspondent à ce qu'ils pouvaient attendre d'une visite venant de l'espace. Est-ce que ça c'est pris en compte lorsqu'on étudie le sujet? Et est-ce qu'au sein de la 3AF notamment, est-ce qu'on réfléchit à ça en se disant que peut-être ce que l'on est en train d'étudier, c'est uniquement ce que l'on a permis de voir à ces personnes comme une transhypnotique qui permettrait d'accepter quelque chose d'impossible? Réponse, avril 2010. Voilà. C'est pratique ça. Non. Alors, je comprends parfaitement votre réponse, mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce que vous avez pris en compte tous autour de cette table? Alexandre, nous n'excluons aucune hypothèse de base. D'accord. Donc, voilà la réponse. Alors, à part Monsieur Boudier, je vais vous demander à vous trois de répondre à cette question. Claude va se faire un plaisir. Que pensez-vous de cette théorie qui dit que nous aurions devant les yeux uniquement les choses que nous pouvons supporter de voir? Oui, alors je me permettrai de ne pas répondre à cette question parce que je l'aborde d'une toute autre manière, bon, qui n'est peut-être pas justifiée, mais on va voir. C'est que je pense qu'il y a donc entre notre intelligence, notre système cognitif, ancien, actuel et futur, bien sûr, c'est encore un autre problème, il y a un problème de transfert d'informations entre cette intelligence, ces intelligences ou on ne sait quoi qui a quelque chose dans son crâne, s'il y a un crâne en jeu là-dedans. Mais il y a le problème général que l'on connaît maintenant, très bien maintenant, depuis 1925, depuis les travaux de von Bertalanffy. On connaît très bien tout ce que ça implique comme question. C'est ce problème concernant le transfert d'informations entre deux individus, et on sait que quelquefois c'est compliqué, entre deux sociétés, entre deux groupes humains, et même entre un groupe humain et puis peut-être un groupe animal, par exemple. Et c'est tout le problème de transfert d'informations. Or, on s'aperçoit quand même que l'information passe mieux d'un groupe quel qu'il soit, d'un groupe vivant à un autre groupe vivant, puisque l'information consciente en dehors du vivant, on ne connaît pas encore. Même les robots ne sont pas encore assez perfectionnés. Mais à ce moment-là, il y a un premier problème qui est celui de transfert de l'information à moindre frais et donc d'adaptation des psychismes qui est au moins une adaptation minimum entre les psychismes, l'émetteur et le récepteur. Et à ce moment-là, on conçoit très bien que si on veut nous faire comprendre quelque chose, nous transmettre quelque chose, les intelligences ou l'intelligence en question ne va pas trop loin en avant de nous parce que ce serait totalement incompréhensible, le transfert d'informations serait totalement impossible. Et c'est ce que je définis dans mon bouquin et qui sortira je ne sais pas quand, par la notion de degré d'étrangeté, que je définis de manière très précise et physique aussi. Et à ce moment-là, on conçoit donc que les manifestations de l'intelligence en question ne sont pas très éloignées de l'état d'avancement de notre science, de notre philosophie et tous nos systèmes de croyances actuels, pour éviter le rejet de l'information par nous, parce qu'elle serait incompréhensible. Et à ce moment-là, on comprend très bien que la science-fiction soit aussi un des moyens de nous faire accepter ou commencer à accepter ce qui est inconnu, étranger et a priori inacceptable. Jean-Gabriel Grélé, je vous vois en train de bouillir. Je m'excuse Jean-Gabriel. Hein. Oui, un petit peu, je boue un petit peu parce que ça, on voit ressortir toutes les théories des sociopsychos. Et ça fait rien. Tu sais bien ce que je veux dire, non, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que précisément à la 3AF, nous nous intéressons à des choses qui sont détectables, factuelles, par nos radars en particulier, mais pas seulement, parce que et puis nos radars, il y a autre chose que des radars pour détecter les objets qui se promènent dans la haute atmosphère. Par ailleurs, il y a eu effectivement des messages implicites. Un message implicite, il n'a pas besoin d'être compris par une psychologie particulière, et même la psychologie plutôt frustre des responsables américains après la Seconde Guerre mondiale a très bien compris que quand tous les endroits où on étudiait les bombes atomiques étaient survolés, ça voulait dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose d'extrêmement simple, et il n'y a pas besoin d'adapter le sujet.
nous savons où vous êtes. Nous savions implicitement ce que vous faites. Le message a été compris ou pas? Et le message, il était compris tout de suite. Surtout quand il désactive 17 CE sur 19. Oui, voilà, ça, alors là, c'est les messages transactionnels qui sont compris par tout le monde.